Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Le chef de la CAQ a promis en fin de semaine de mettre de l'avant un vaste chantier d'électrification des transports. C'est une initiative qui découle du plan d'électrification des transports que nous avons présenté, le plan 2015-2020. Et c'est d'ailleurs dans cette optique qu'on avait appuyé le projet du REM à Montréal et également le projet de tramway à Québec. Maintenant, je constate aussi qu'il adhère aux objectifs de la politique énergétique que j'ai moi-même dévoilée ici, cette politique énergétique, il y a déjà 3 ans, une politique qui était assortie d'un plan d'action qui, je l'espère, sera mis de l'avant, continuera d'être mis de l'avant par le gouvernement. Vous êtes évidemment beaucoup plus discret parce qu'à l'époque, ce que vous disiez, c'est que vous vouliez avoir un programme qui prévoyait qu'au Québec, l'exploration et éventuellement l'exploitation des ressources pétrolières et gazières pourrait contribuer, en fait, à l'enrichissement collectif. C'est ce que vous disiez à l'époque. Maintenant, vous êtes converti et en fin de semaine, vous avez fait un parallèle entre Dominique Champagne et Dieu. C'est toute une conversion. Et donc, pour obtenir sa bénédiction, est-ce que le premier ministre compte accéder à cette volonté de M. Champagne pour que soient abandonnés les projets de GNL Québec au Saguenay, d'usine d'IFCO à Bécancour et le projet du 3e lien à Québec? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Peut-être la plus grande différence entre le Parti libéral et la CAQ, c'est une question de résultats. On a beau faire des discours, mais on juge avec les résultats. Les résultats, c'est qu'au cours des dernières années, les émissions de GES ont augmenté au Québec. Donc, malgré les beaux discours libéraux, les résultats n'étaient pas là. Donc, on va prendre les moyens, on va déposer au cours des prochains mois un plan 2030 pour atteindre les objectifs, contrairement à ce qui avait été fait par le Parti libéral. Maintenant, je suis surpris d'apprendre que le Parti libéral, qui a déjà été le parti de l'économie, se dit qu'il est contre un projet de 14 milliards de dollars, le projet GNL. Et je vois aussi un virage. On a toujours été clair qu'on est pour le 3e lien à Québec. Donc voilà que le Parti libéral n'est plus pour le 3e lien à Québec. Je ne sais pas si le leader libéral est d'accord avec ça, mais je suis surpris. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Le premier ministre sait très bien que ce n'est pas vrai. Le premier ministre sait très bien, et s'il croit vraiment à l'électrification des transports, pourquoi tarde-t-il encore à donner le feu vert au projet de tramway de Québec? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, ce projet, et aussi simple pour le 3e lien? Peut-il d'ailleurs nous confirmer en passant qui va prendre l'argent directement de la Ville de Montréal? C'est ça actuellement les négociations que vous avez. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, faut-il rappeler que le fédéral a mis en place 2 fonds. Un fonds pour les infrastructures vertes, un fonds de 1,8 milliard qui est surutilisé. En tout cas, il y a une demande pour plus qu'1,8 milliard de l'ensemble des municipalités. Il y a un autre fonds de 5,2 milliards qui, pour l'instant, est sous-utilisé. Il n'y a pas de projet à 40 % d'utilisation par le Fonds fédéral qui nous permettrait d'utiliser pleinement le 5,2 milliards. Donc, on essaie actuellement de s'entendre pour qu'on utilise non pas 400 millions de ce fonds, mais 1,2 milliard. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Des montants que vous allez prendre, d'ailleurs, à la Ville de Montréal, si j'ai bien compris. D'ailleurs, vous aviez même promis que vous étiez pour partager à part égale les investissements pour le transport collectif et les projets routiers. Pourquoi vous n'avez pas respecté cet engagement dans le dernier budget de faire 50-50 si le transport collectif était à ce point une priorité pour vous? Je vous rappelle toujours qu'on s'adresse à la présidence. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nouvelle découverte. Donc, le Parti libéral s'oppose à certains projets de transport routier qui ont été déposés. J'aimerais qu'il m'en nomme seulement un projet de transport routier avec lequel il n'est pas d'accord. Il vient juste de nous dire que c'était faux, qu'il est maintenant toujours d'accord avec le 3e lien. Donc, peut-il nous donner un projet de transport routier avec lequel il n'est pas d'accord?
Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition J'ai officielle. beaucoup de difficultés à suivre le premier ministre, surtout en plus quand en fin de semaine, il a parlé d'une urgence pragmatique en matière environnementale. Est-ce que le premier ministre peut me dire ce que ça veut dire au juste? Est-ce qu'on doit comprendre qu'il va tenir compte de l'environnement seulement si ça fait son affaire? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on a deux grands défis au Québec. Un défi climatique, réduire les GES par habitant, malgré le fait qu'on est déjà premier sur les 60 États et provinces en Amérique du Nord. Mais on a surtout le défi de créer de la richesse, de devenir aussi riche que le reste du Canada, de se débarrasser de la péréquation, de créer des jobs payants, ce que vous n'avez pas fait pendant 15 ans. Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Merci, Monsieur le Président. La fin de semaine dernière, lors de son conseil général, la CAQ a décidé enfin de parler d'environnement et d'économie verte. J'ai entendu beaucoup de discours, beaucoup de généralités, mais assez peu de mesures concrètes. Chanceux le ministre, vendredi dernier, j'ai justement proposé une mesure pragmatique, comme il dit les aimer, une voie accélérée pour les projets environnementaux. C'est une mesure, Monsieur le Président, qui est demandée par le milieu et qui pourrait être mise en place rapidement. Les entreprises qui veulent innover et aider à faire face à notre environnement font face à plein d'embûches au niveau du financement au gouvernement. Si on veut relever le défi climatique et atteindre nos cibles de diminution de GES, il faut donner à ces entreprises une voie accélérée pour traiter leurs projets efficacement et rapidement. Si le ministre de l'Environnement est vraiment sérieux dans sa volonté de faire de la lutte au changement climatique une priorité, est-ce qu'il peut s'engager à mettre en place rapidement une voie accélérée pour les projets environnementaux? Monsieur le ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. J'ai accueilli avec joie la proposition de la collègue la semaine dernière. Cependant, cette proposition arrive 15 ans trop tôt, essentiellement. Trop tard, c'est-à-dire si la réglementation est à ce point complexe, si les entreprises qui ont une technologie environnementale susceptible d'aider notre lutte au niveau des changements climatiques, c'est sans doute parce que les administrations précédentes n'ont pas su être à l'écoute. Pour ma part, un des premiers mandats que j'ai reçus du premier ministre, c'est de travailler toute la question des évaluations environnementales et de cette bureaucratie qui souvent retarde de belles initiatives. Dès mon entrée en fonction, ce sont des consignes qui ont été transmises aux gens qui m'accompagnent dans ce travail quotidien et je peux vous assurer qu'on arrive avec des propositions drôlement intéressantes et dans certains cas, dès les prochaines semaines, sinon les prochains mois. Donc, dommage que cette belle idée n'ait pas été mise de l'avant alors que le Parti libéral était au pouvoir. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. C'est un petit peu toujours le même discours, hein, Monsieur le Président, mais on va revenir à cette question-là. Donc, il y a des entreprises en environnement qui font face à des difficultés très, très concrètes à l'heure actuelle dans l'appareil gouvernemental. En ce moment, on se retrouve au Québec avec plein d'entreprises de nouvelles technologies, pas d'il y a 15 ans, hein, d'aujourd'hui, qui pourraient nous aider à faire face à la lutte au changement climatique, mais dont les projets attendent quelque part, dans une pile, sur le bureau, parce que ça ne rentre pas dans la bonne case ou parce que ça tombe entre deux ministères. Administrativement, là, ce dont on a besoin, c'est une voie rapide, voie accélérée. Est-ce que le ministre peut s'engager à la mettre en place? Ministre de l'Environnement. Ce que ma collègue met de l'avant, ce n'est plus ni moins le bilan libéral des dernières années. Et ce bilan-là a été obscurci, noirci il y a quelques jours encore avec le dépôt du rapport du commissaire au développement durable par rapport au Fonds vert notamment, qui aurait pu être un superbe outil pour favoriser notre lutte au changement climatique en appuyant notamment des projets porteurs en matière de technologie. Mais le commissaire au développement durable dit ceci. Malheureusement, au cours des 5 dernières années, donc suite à un précédent rapport, on constate encore des problématiques importantes, des conflits des conflits avec le ministère de l'Environnement. Donc, c'est ça le bilan du Parti libéral. Et deuxième complémentaire, Madame la députée de Maurice-Richard. Et le premier ministre disait hier qu'il était fier que le Québec soit un leader au Canada. C'est ça le bilan du Parti libéral, Monsieur le Président. Pour soutenir le développement des technologies vertes, nous avions annoncé 147,5 millions. La CAQ ne l'a pas reconduit. Vous parlez de mesures concrètes, vous parlez de mesures pragmatiques. On vous en met une sur la table. Elle est demandée par Écotech, elle est demandée par le CETEC. Pouvez-vous vous engager à la mettre en place rapidement ou vous voulez dire non aux entreprises de technologies vertes? Monsieur le ministre de l'Environnement.
Ce qui est amusant à travers la question de la collègue, c'est qu'elle semble découvrir les vertus environnementales depuis peu, mais j'ai des citations ici de son président de la commission jeunesse qui se bat littéralement pour que le Parti libéral ajoute comme 9e priorité l'environnement. Lui-même a déploré à plusieurs reprises que pendant la dernière campagne électorale, le Parti libéral n'a pas parlé d'environnement, sinon naturellement les fameuses pailles de plastique. Donc, cette révélation qui est faite aujourd'hui à la collègue aurait pu survenir bien plus tôt et le Québec s'en serait porté mieux. Question principale. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. La parole appartient à la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, lorsqu'on veut investir 2 milliards de dollars dans l'éducation, habituellement, on s'assure d'avoir un plan de match. Plus on avance dans la maternelle 4 ans, plus on se rend compte que ça n'a jamais été attaché comme il faut, puis que ça va dans toutes les directions, sauf les bonnes, c'est-à-dire regarder ce que la science nous propose. Hier, on a commencé des consultations particulières. Le député de Richelieu nous a un peu surpris. Il nous a dit « J'ai envie d'entendre la science ». Et pourtant, nous avons fait beaucoup de pression pour entendre des scientifiques québécois, pas new-yorkais, québécois. Dr Jean-François Chicoine, pédiatre à l'hôpital de Sainte-Justine, refus de la CAQ. Carmen Dionne, département de psychoéducation de l'UQTR, refus de la CAQ. Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique de Montréal, refusée par la CAQ. Est-ce que la science que la CAQ veut entendre, c'est seulement leur science à eux? Parce que la dernière fois, j'ai regardé les scientifiques là, de New York, là, ceux qui sont venus hier, c'était pas des scientifiques. Et malheureusement, ils ont oublié aussi une autre étude, celle de Tennessee, qui dit que finalement, la maternelle pour tous a été un échec pour tous. Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, en fin de semaine, on a eu un bel exercice démocratique sur l'énergie verte à la Coalition Avenir Québec. Puis, il y a des rendez-vous comme ça, des conseils nationaux qui sont intéressants parce qu'ils découlent des choses intéressantes. Donc, moi, je me souviens d'une résolution en 2016 à Drummondville qui disait que le gouvernement du Québec travaille à augmenter la fréquentation scolaire et l'engagement de l'élève dans son parcours scolaire en généralisant le déploiement de la maternelle 4 ans le plus rapidement possible. Et ce, d'ici 2025, sur l'ensemble du territoire, en révisant la progression du cursus scolaire en conséquence. Mais ça, c'est une résolution du Conseil général du Parti libéral du Québec, adoptée en 2016 à Drummondville. Alors, c'est quand même particulier, c'est son parti. On dirait qu'elle vient découvrir. Elle n'a pas fondé ce parti-là, là. C'est son parti. Et elle nous reproche de ne pas écouter les experts. Elle n'écoute même pas ses membres. Alors, peut-être devrait-elle se reconnecter plutôt que de nous reprocher de développer une offre de service extraordinaire pour amener les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Première complémentaire, je vous demande encore une fois votre silence et votre attention. La parole à la députée de Saint-Laurent. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais je n'ai pas entendu un début de commencement de réponse. Dr Jean-François Chicoine, Carmen Dionne, Mylène Drouin. Vous avez beau nous sortir des affaires de 2016, mais ce que vous oubliez de mentionner, c'est que c'était une proposition que nous, on est capable de quantifier. Quand vous avez décidé d'aller de l'avant avec votre maternelle 4 ans, vous avez décidé quelque part, ça a coûté 250 millions. Vous avez tellement pas fait vos devoirs que c'est l'ancien ministre des Finances qui vous a répondu à la campagne électorale que ça va coûter 2 milliards. Vous avez refusé le chiffre de 2 milliards et aujourd'hui, tout le monde au Québec sait que c'est 2 milliards de dollars, sauf vous autres. Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous demande de vous adresser à la présidence et de faire en sorte de ne pas vous interpeller. Monsieur le Président, il y a un collectif pour la réussite éducative qui a publié une lettre ouverte en début de semaine avec des gens extraordinaires qui ne font pas partie de groupes de pression, de groupes de lobby, qui ont intérêt à ce que ça ne marche pas, la maternelle 4 ans. Il y a l'Association québécoise du personnel de direction d'école, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, l'Institut des troubles d'apprentissage, des professeurs de l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval, l'Institut national de recherche scientifique, ça doit être quelque chose comme la science, ça. Le directeur de l'Institut de développement de l'enfance et de la famille, tous ces spécialistes, tous ces gens qui ne font pas partie du groupe de pression appuient la maternelle 4 ans. Deuxième complémentaire. Madame la députée de Westmont-Saint-Louis. Oui, merci, Monsieur le Président. À chaque fois que j'ai posé une question au ministre de la Famille sur l'impact des maternelles 4 ans sur les réseaux de services de garde, il me répondait qu'eux, ils travaillent en équipe. Hier, on apprenait que le ministre de la Famille et son ministère sont complètement absents des discussions entourant la maternelle 4 ans, entre autres en commission parlementaire aussi. Monsieur le Président, je suis inquiète. C'est qui l'équipe du ministre? Monsieur le ministre de la Famille, la parole vous appartient. Merci, Monsieur le Président. Oui,
On travaille en équipe, Monsieur le Président. Je vous donne le meilleur exemple. Il y a quelques minutes ce matin, rencontre de travail avec mon collègue ministre de l'Éducation, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, regroupement de CPE, gens du milieu de l'éducation, gens du milieu de la santé pour voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on offre les meilleurs services à nos tout-petits. Ça, on appelle ça travailler en équipe. Je peux vous dire qu'entre ministres, entre cabinets, on travaille en équipe. Parallèlement à tout ça, je vais vous parler quand même du réseau des services de garde éducatifs qu'on continue de développer et je suis très heureux de le dire parce que si on arrêtait d'investir du jour au lendemain, je comprendrais l'inquiétude. 400 millions de dollars, c'est ce qu'on va investir tout bientôt. Question principale. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. En fin de semaine dernière, le premier ministre a pris de bonnes résolutions pour lutter contre les changements climatiques. Je serais bien la dernière à cracher dans la soupe. Mais vous savez, l'important, ce n'est pas de prendre des résolutions, c'est d'y tenir. Lorsque les choix difficiles vont se présenter, est-ce que le premier ministre va faire les bons choix? Alors, aujourd'hui, je vais demander au premier ministre de faire un premier choix, M. le Président. Je vais commencer tranquillement par quelque chose de pas trop compliqué. Quand les entreprises pétrolières se sont retirées d'Anticosti, le gouvernement du Québec a dû leur verser 62 millions pour compenser l'abandon des titres miniers, les fameux claims. Aujourd'hui, Petrolia, qui a été, bien sûr, grassement compensé, est devenu Péridé, comme vous le savez, Énergie. Saviez-vous que Péridé Énergie veut abandonner 21 claims, Monsieur le Premier ministre, dans la péninsule gaspésienne? Monsieur le Président, les gens de la Gaspésie qui nous écoutent présentement retiennent leur souffle parce que ces claims-là, s'ils se retrouvent sur le marché des enchères, pourraient relancer l'exploration. Alors, alors que le gouvernement actuellement a le plein pouvoir, là, il y a plein pouvoir, ça ne coûterait pas un sou, est-ce que le premier ministre peut aujourd'hui faire un premier choix, passer un premier test et dire on ne remettra pas ces claims-là sur le marché parce que, dans le fond... Monsieur le premier ministre. Arrêtez. Monsieur le Président, je suis content que la chef du deuxième groupe d'opposition dise qu'elle ne va pas cracher dans la soupe. Pas le fun non plus d'avoir des poils dans la soupe. Monsieur le Président, actuellement, il y a au Québec un système qui permet de s'assurer que tous les projets, incluant les projets miniers, soient faits dans le respect de l'environnement. Ça s'appelle le BAP. Et donc, tous les projets devront passer par le BAP, subir les questions du BAP. Donc, on va s'assurer, Monsieur le Président, peu importe qui sont les propriétaires des claims, que ce soit les propriétaires actuels ou des nouveaux propriétaires, que les lois et le BAP fassent son travail. Je voudrais d'être prudent dans l'utilisation de certains mots, s'il vous plaît. Première complémentaire, Madame la chef, deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, retirer les claims de Péridé, qui est une entreprise gazière, c'est bon pour le climat, c'est bon pour nos finances publiques. Quand l'économie du combustible fossile va s'effondrer, va-t-il falloir tout rembourser ces claims-là à tout le monde? Le premier ministre a répété maintes fois qu'Anticosti, c'est un échec lamentable. Il y a l'opportunité d'éviter un deuxième Anticosti sans que ça nous coûte quelque chose. Il va-tu le faire? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, quand on travaille sur un plan de transition énergétique, il y a des énergies qui ne sont pas idéales, mais qui sont préférables à d'autres formes d'énergie. J'ai parlé la semaine dernière de l'hydroélectricité versus le charbon. On pourrait parler aussi du gaz versus le pétrole ou versus le charbon. Donc, il y a des énergies de transition qui peuvent permettre de réduire les GES. Et, Monsieur le Président, tous les projets vont être réalisés après un BAP, donc après avoir fait les études environnementales requises. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. En fait, ce que je comprends de mon premier test, c'est que le premier ministre est en train d'ouvrir la porte à l'exploitation gazière et ou pétrolière, ce que tous les scientifiques considèrent comme quoi on ne doit pas faire ça. Alors, Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous êtes en faveur
de l'exploitation gazière dans la péninsule gaspésienne. Je vous demanderai encore une fois de vous adresser à la présidence. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. D'abord, il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. Ça, c'est important de le dire parce que quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est du gaz de schiste. Il y a un risque, effectivement, pour l'environnement, pour l'eau. Nous, ce qu'on parle, c'est peut-être de projets de gaz naturel, peut-être, si ça respecte le BAP, si ça respecte toutes les évaluations environnementales. Il faut voir le gaz comme étant une énergie de transition qui permet de réduire les GES, puis on va le faire seulement si, en bout de ligne, on réduit les GES, on va arriver à des résultats. Question principale, Madame la députée de Joliette. Alors que dans le débat sur la maternelle 4 ans, le ministre de l'Éducation répète comme un de ses principaux arguments que les enfants de 4 ans doivent aller à la maternelle parce qu'il y aura dépistage et qu'ils pourront recevoir les services spécialisés. Voilà qu'aujourd'hui, 2 médias rapportent 2 situations profondément choquantes pour des élèves actuels. D'une part, on apprend qu'à Montréal, des enfants autistes se voient envoyés dans des placards lorsqu'ils font une crise faute d'espace adapté, qu'on a invité le ministre à venir visiter l'école il y a 2 mois, mais il a préféré aller à New York. D'autre part, on apprend qu'un garçon de 11 ans atteint de dyslexie ne sait toujours ni lire ni écrire en Montérégie parce qu'il n'arrive pas à recevoir les services adaptés à sa situation. Est-ce que le ministre peut admettre que les besoins sont criants en ce moment dans le réseau de l'éducation? Est-ce qu'il peut s'engager aujourd'hui que tous les enfants qui ont des besoins à l'heure actuelle, qui sont là en ce moment, vont les recevoir avant de se lancer tête baissée dans cette idée fixe des maternelles 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, les 2 situations nommées par ma collègue sont 2 situations inacceptables. Inacceptables. Et il ne faut plus que ça se reproduise, ni dans un cas, ni dans l'autre. Quand j'ai vu les photos dans le reportage ce matin, j'étais très choqué. J'ai eu à travailler avec des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. J'ai eu à intervenir sur de tels enfants en crise. Il faut le faire avec tact, en prenant soin d'eux, même s'ils sont en crise. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Et de les envoyer dans un placard à balai, dans un endroit où il y a des dispositifs électriques, des vis apparentes, c'est dégueulasse. Ce n'est pas une façon de faire acceptable au Québec. Quand je l'ai su, j'ai rapidement communiqué avec la présidente de la CSDM pour comprendre comment on en était arrivé là, pour apprendre qu'il y avait eu une classe qui s'était ajoutée en cours d'année, mais pour moi, ce n'est pas une excuse. J'ai eu l'assurance que ça allait être réglé dans les prochains jours, non pas cet été, mais dans les prochains jours, au maximum d'ici lundi prochain. Et j'ai dit que si c'était une question d'argent, on pouvait trouver de l'argent dans ces cas-là. Ce n'était pas une question d'argent. Pour ce qui est de la lettre avec la demande de la visite, je ne pense pas qu'il y a de lien, même si j'avais visité le lieu, il fallait que la commission scolaire agisse. Madame la députée de Joliette. Je veux juste rappeler au ministre qu'il n'y a pas juste les situations qu'on voit dans les médias. À tous les jours, il y a des manques graves de services. Est-ce qu'on peut parler de consolider les services avant de se lancer dans un nouveau projet encore toujours mal ficelé avec des nouveaux chiffres hier? Est-ce que le ministre va accepter de voir qu'hier, les représentants des centres de la petite enfance nous ont dit on en fait du dépistage, mais quand on demande des services, les services ne suivent pas. Comment le ministre des Services sociaux et le ministre de la Famille peuvent accepter que leur gouvernement mette 2 milliards dans les maternelles 4 ans alors qu'ils ne peuvent pas donner les services à leurs propres enfants? Monsieur le ministre de l'Éducation. Pour ce qui est de la question d'ajout de services, c'est ce qu'on fait. C'est dans le budget qu'a déposé mon collègue. On fait précisément ça, alors qu'il y a eu des années de compression lors des 2 derniers gouvernements, parce qu'il faut le dire aussi, lors du dernier gouvernement du Parti québécois, il y a eu des compressions dans le réseau de l'éducation aussi. Ça n'a pas commencé sous le règne libéral. Mais nous, on rajoute plus de 47 millions dès notre première année de mandat, et ça continuera pour embaucher plus de 650 professionnels qui vont aider nos enfants, qui vont aider nos enseignants à aider nos enfants, qui vont donner des services directs aux élèves. Ce n'est pas de l'argent qui va dans la bureaucratie, c'est de l'argent qui va dans les classes. Et on est au travail pour soutenir les enfants qui sont en difficulté pour qu'ils n'aient pas besoin d'aller au privé pour se faire aider. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je rappelle au ministre que selon les syndicats d'enseignants,
C'est 2000 spécialistes qui manquent en ce moment. Mais je veux revenir au ministre des Services sociaux. Moi, j'aimerais ça l'entendre comme expert dans la commission sur les maternelles 4 ans. J'aimerais ça qu'il nous dise « agir tôt », ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire seulement agir à 4 ans en envoyant les enfants à la maternelle 4 ans pour des services qu'ils ne pourront pas avoir? Ou ça veut dire d'avoir les services, d'avoir des passerelles avec les CPE, avec les services de garde à 1 an, à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans? Est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui que son engagement, il est ferme et que ces services-là vont être là en septembre? À la santé et aux services sociaux. J'aimerais remercier la députée Joliette de sa question. Ça me fait vraiment plaisir de répondre. Donc, agir tôt, ça commence à 0 mois, à la naissance, dès qu'il y a une identification d'un retard de développement. J'ai même demandé que le programme soit précédé et que les affichages débutent dès le mois de juin pour qu'on puisse commencer le plus rapidement possible à tous les CIUS de faire cette exception-là qui n'affiche pas normalement pendant l'été. Je prévois faire une tournée de tous les CIS et les CIUS du Québec pendant l'été pour m'assurer que les choses vont bon train et qu'on peut commencer dès le mois de septembre. On commence à agir tôt, le plus tôt possible. Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, depuis le début du gouvernement, le premier ministre nous a habitués à des séances d'improvisation. Mais une fois de plus, la semaine dernière, il nous a montré qu'il en était le maître. Lorsque le premier ministre est allé en Ontario, il a offert au premier ministre de l'Ontario un deal sur l'achat d'électricité qui comprenait une participation d'un nouveau barrage au Québec, des emplois au Québec pour les travailleurs ontariens et de l'électricité pas chère pour les Ontariens. Mais le deal a été refusé. La semaine dernière, le premier ministre est allé à New York et il s'est réessayé. Il a proposé de leur vendre de l'électricité juste au-dessus de 0, Monsieur le Président. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut dire de vendre vraiment pas cher juste pour écouler les surplus. C'est bon pour qui une proposition comme ça? C'est bon pour la Ville de New York, c'est bon pour les entreprises de New York. Nous voulons tous nous enrichir et enrichir le Québec, mais est-ce que c'est vendre à rabais la seule façon de s'enrichir? Monsieur le Président, est-ce que c'est ça la vision économique de la Coalition Avenir Québec? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, le premier ministre a effectué une mission sur New York, une mission sur Washington, tellement en cohérence avec ce que notre gouvernement a annoncé. Et c'est une mission que je qualifierais honnêtement de fantastique. Monsieur le premier ministre est allé à la rencontre, en réalité, des plus hautes autorités de New York pour discuter avec eux de notre plan conjoint. Et quand je parle de cohérence, Monsieur le Président, nous avons au Québec une richesse extraordinaire. On en convient tous. Et effectivement, on a des surplus. On a des surplus qui peuvent à la fois servir au développement économique du Québec et à la fois servir par cette énergie renouvelable, cette énergie propre, servir, Monsieur le Président, à faire la réduction des GS chez nos voisins. Alors, c'est un terreau fertile, c'est un terreau, en réalité, qu'on compte bien exploiter, et le premier ministre a pavé la voie des discussions. M. Martel d'Hydro-Québec continuera les négociations pour le bénéfice économique du Québec. Première complémentaire, je vais vous demander votre attention également, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça bruyant. Alors, attention aux questions, attention aux réponses. Monsieur le député de Laval-des-Rapides, vous êtes le seul à avoir la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Elle était tellement fantastique, la mission, que le PDG d'Hydro-Québec n'était même pas présent. Elle était tellement fantastique que le premier ministre est revenu, pas de deal. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement devrait laisser Hydro-Québec faire les négociations? Pour essayer de nous rassurer, le premier ministre a dit que dans son deal, le prix de vente augmenterait dans le temps. Le test, la réalité, Monsieur le premier ministre, c'est lorsqu'on regarde les données d'Hydro-Québec, on se rend compte que la valeur de chaque térawattheure vendu par Hydro-Québec diminue d'année après année. C'est ça le test de la réalité. Alors, comment pouvez-vous... Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Je pense que mon collègue de Laval-des-Rapides a une très mauvaise compréhension d'un processus de négociation. Alors, essentiellement, Hydro-Québec travaille depuis des mois parce que le maire Di Blasio l'a clairement mentionné, on est intéressé par l'énergie du Québec. Naturellement, the tone from the top, là, quand le premier ministre va rencontrer les autorités pour avoir cette discussion-là, c'est essentiel. C'est essentiel pour asseoir notre crédibilité puis pour paver la voie des négociations qui vont mener leurs fruits. Hydro-Québec travaille inlassablement, comme au Massachusetts, pour trouver un prix économique rentable pour le Québec. Ça va être un contrat qui va nous donner beaucoup de retombées économiques et surtout qui va contribuer à la réduction des GS
C'est tellement cohérent avec notre mandat. Deuxième complémentaire. Encore une fois, je suis obligé de vous rappeler, s'il vous plaît, un peu de silence et d'attention. Je vous entends tenter de le faire. Bien, faisons-le ensemble. Attentif aux questions, attentif aux réponses. La parole est au député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, ce sur quoi j'ai une très bonne compréhension, c'est le manque de confiance du premier ministre envers son ministre de l'Énergie, puisqu'il était absent en Ontario, tout comme il était absent à New York. Plusieurs secteurs économiques étaient établis ici au Québec demandent eux aussi à avoir des tarifs plus avantageux. Le gouvernement doit faire des choix. Si le gouvernement pense qu'il peut vendre à rabais l'électricité du Québec, pourquoi ne pas en faire bénéficier aux entreprises d'ici? Comment le ministre va-t-il expliquer aux entreprises qui emploient des Québécois, des gens d'ici, qu'ils n'auront pas accès à ces mêmes tarifs? Merci. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, encore là, quand on regarde la négociation qui se fait avec le MAS actuellement, on parle de 8,8 cents en tarif médian sur la durée du contrat. C'est la même nature de contrat qu'on va négocier avec New York et naturellement, tout le travail reste à faire pour venir le peaufiner. Et un n'empêche pas l'autre. C'est comme de venir dire qu'au Québec, on a des surplus qu'on peut vendre et exporter et qu'on n'aura plus suffisamment d'énergie pour développer l'industrie du Québec. C'est n'importe quoi. La grande différence avec le Parti libéral, c'est qu'on ne manque pas d'ambition de ce côté-ci de la Chambre. Et oui, on va exporter notre énergie pour le développement économique du Québec et c'est pas vrai qu'on va se laisser impressionner par des commentaires de leadership. Question principale, s'il vous plaît, Madame la députée de Sherbrooke. Merci, Monsieur le Président. La pénurie de locaux à la Commission scolaire de Montréal est tellement grave que des enseignants sont forcés d'isoler des élèves autistes dans un garde-robe. L'école primaire de l'Étincelle, qui accueille 134 élèves atteints des troubles les plus graves du spectre de l'autisme. Leur nombre de classes a tellement augmenté dans cette école-là qu'il manque de locaux d'apaisement et ils sont parfois obligés d'utiliser un garde-robe d'à peine plus de 2 mètres carrés, sans fenêtre, sans aération, avec des tuyaux, des panneaux électriques, des vis exposées. Même dans une prison, il y a des fenêtres dans les cellules d'isolement, Monsieur le Président. En mars, la Commission scolaire de Montréal et le personnel de l'Étincelle ont écrit au ministre pour l'inviter à constater l'urgence et la gravité de la situation. Et en 2 mois, ils ont obtenu absolument aucune réponse du ministère. Et ce matin, comme par magie, on apprend que le ministre est en mode solution et que les travaux vont commencer dès ce soir. Comment ça se fait que les profs doivent interpeller les journalistes pour que les solutions arrivent? Est-ce qu'on doit envoyer Radio-Canada faire une tournée de toutes les écoles pour que le ministre prenne conscience de tous les feux qu'il y a à éteindre et qu'il puisse mieux gérer ses priorités? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, ce qu'on a appris ce matin, c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens, je le répète, d'envoyer des enfants qui sont en crise dans un local exigu, mais surtout qui n'est pas adapté, qui peut même être dangereux. C'est supposé être un local d'apaisement pour que les jeunes passent à travers leur crise et retrouvent leur calme. Et c'est un local qui est mésadapté, dans lequel ils peuvent se blesser, puis dans lequel les adultes qui interviennent peuvent aussi se blesser. Ça n'a pas de bon sens. Ceci étant dit, de m'envoyer une lettre, envoyer une lettre au ministre en disant « Venez visiter le local dangereux », c'est pas la bonne technique. Il y a des gens dans les écoles qui constatent ça. Il y a des commissions scolaires dont le travail, c'est de s'assurer que les bâtiments sont en bon état. Alors, j'ai un message là, pour l'ensemble des administrations scolaires. Pour les élus scolaires, là, qui disent « Nous autres, on est des élus scolaires, on est bien importants, c'est nous autres qui gérons les commissions scolaires. » S'il y a un problème, qu'un local est dangereux, appelez pas le ministre, appelez l'ébéniste. Quand il y a un problème, ne me demandez pas d'aller visiter l'école, réparez-la. Et si vous avez besoin d'argent, faites-nous des demandes, on ne laissera pas les enfants dans des locaux dangereux. Première complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke, à vous la parole. La prochaine fois qu'il y a le mot urgence dans une lettre, ça serait le fun que le ministre appelle pour dire c'est quoi la bonne façon de procéder pour avoir des services d'urgence. Comme dans bien des écoles au Québec, l'Étincelle est pleine à craquer. La population de cette école-là a doublé dans les 15 dernières années. Mais dans cet endroit-là en particulier, ça pose un problème de danger physique immédiat aux élèves et au personnel parce que les élèves autistes ont besoin de calme. Le bruit peut faire augmenter leur crise. Depuis le début de l'année scolaire, il y a 12 membres du personnel qui sont partis en arrêt de travail parce qu'ils ont subi des blessures aussi graves qu'un pied cassé et une commotion cérébrale. Est-ce que le ministre va intervenir pour imposer un plafond sécuritaire à la population d'Étincelle? À vous la parole. Monsieur le Président, oui, on va intervenir, on intervient déjà. On va mettre en place des politiques qui découlent du budget parce que faire des discours, avoir des grandes intentions, c'était bien intéressant, mais si on est dans une période où on coupe dans les services, ça ne fonctionne pas. Nous, on investit dans les services directs aux élèves. On investit là où ça compte, le capital humain, dans les professionnels qui vont donner des services directs aux élèves ou qui vont aider les enseignants à aider les élèves. Et quand il y a des profs ou des intervenants qui se font blesser parce qu'ils ne sont pas assez nombreux ou parce qu'ils sont dans des locaux inadéquats, moi, ça m'interpelle. Je veux que les ressources soient là et notre PQE est suffisamment
élevé pour répondre aux besoins de rénovation. Notre budget est assez élevé pour répondre aux besoins de personnel. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Ça va aussi prendre un plafond, Monsieur le Président. Les diagnostics de troubles du spectre de l'autisme sont en augmentation. Un enfant sur 66 reçoit un diagnostic d'autisme au Canada. Le gouvernement veut agir tôt pour diagnostiquer, mais quand on voit ce qui se passe dans nos écoles, on se demande sont où les services. C'est quoi le plan du ministre pour offrir des services adéquats au nombre croissant d'élèves autistes et à tous les autres enfants à besoins particuliers dans le réseau d'éducation, parce qu'eux aussi méritent de grandir et d'apprendre dans la dignité? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Je vais parler du diagnostic précoce du trouble de l'autisme, qui, la plupart des parents sont inquiets dès l'âge de 2 ans, donc bien avant l'entrée à l'école. Nous, ce qu'on veut mettre sur pied, c'est un système qui va permettre de repérer, dépister le plus tôt possible ces enfants-là et intervenir le plus rapidement possible. On pense que l'intervention avant l'entrée à l'école peut permettre même de dévier le parcours de ces enfants-là et leur permettre d'aller dans un parcours scolaire plus normalisé. Maintenant, là, je vais mettre mon point sur la maternelle 4 ans, là, qui est super important. C'est qu'il y a des enfants qui ont des problèmes sévères qui seront non modifiables même après l'intervention précoce. Donc, ces enfants-là vont avoir besoin de ressources qui sont beaucoup plus abondantes que celles qu'on a actuellement et qui nous sont offertes par la maternelle 4 ans avec des professionnels qui vont être sur place. Question principale. Monsieur le député de Lafontaine, encore une fois, votre attention. Oui, Monsieur le Président. Au Québec, la discrimination en emploi est certes interdite par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Mais aussi, depuis 2000, nous avons une loi qui vise à assurer une meilleure représentation des personnes issues de groupes qui sont victimes de discrimination sur le marché du travail. Il s'agit de la loi sur l'accès à l'égalité en emploi dans les organismes publics. Cette loi a notamment pour objectif d'assurer que les femmes, puissent-elles porter un signe religieux, soient mieux représentées au sein des organismes publics. Avec son projet de loi 21, on sait que le gouvernement veut, par la clause dérogatoire, suspendre tous les droits et libertés prévus à notre Charte québécoise. Par contre, pour ce qui est des autres lois du Québec, telles que la loi sur l'accès à l'égalité en emploi, il y a un dangereux flou. La ministre de la Justice peut-elle assumer les choix de son leader et nous dire si le projet de loi 21 aura pour effet de mettre au rencard la loi sur l'accès à l'égalité en emploi? Monsieur le leader du gouvernement, ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, dans le cadre du projet de loi 21, ce qu'on fait, c'est qu'on sépare l'État des religions. On s'assure également, Monsieur le Président, que pour certains emplois bien précis dans la société québécoise, pour les gens qui sont en situation de position d'autorité, des gens qui ont un pouvoir extraordinaire, notamment les juges, les policiers, les agents de services correctionnels, les enseignants, les directeurs d'école, qu'ils ne pourront pas porter de signes religieux durant leur prestation de travail. Je pense qu'au Québec, Monsieur le Président, après 10 ans de débat, après la commission Bouchard-Taylor, après le projet de loi 94 qui a été déposé, le projet de loi 60 qui a été déposé par le Parti québécois, après le projet de loi 394 qui a été déposé par la précédente députée de Gouin, on est arrivé au Québec avec un projet de loi qui est modéré, qui est applicable, qui est consensuel, qui vise autant les hommes que les femmes, qui vise toutes les religions, qui fait en sorte qu'on va avancer au Québec pour une fois, en termes du débat sur la laïcité de l'État. Et donc, je suis très fier de la proposition que le gouvernement a choisi de déposer et j'espère que vous allez nous appuyer dans cette démarche-là. Première complémentaire, Monsieur le député de Lafontaine. Monsieur le Président, le leader du gouvernement ne peut pas être fier de la discrimination en emploi. Ne peut pas être fier du fait qu'on va mettre de côté cette loi qui vise, entre autres, les groupes de femmes, Monsieur le Président. Et ça, c'est un effet direct de son projet de loi. Est-il au courant? Est-ce que la ministre est au courant de cela? C'était une des préoccupations soulevées par la Commission des droits de la personne qui est chargée d'appliquer cette loi d'égalité en emploi, Monsieur le Président. La ministre de la Justice peut-elle enfin se lever? On aimerait entendre sa voix, nous rassurer. Au Québec, y a-t-il toujours un accès à l'égalité à l'emploi? Monsieur le ministre de l'Immigration, encore une fois, prudence et attention, s'il vous plaît. Monsieur le Président, le député de Lafontaine fait une campagne de peur, comme c'est toujours le cas pour les collègues du Parti libéral. On le sait, on se retrouve dans une situation où la laïcité de l'État, c'est important pour la nation québécoise. L'objectif du projet de loi est de s'assurer
que les services publics soient donnés à visage découvert et soient reçus à visage découvert. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, est-ce que le député de La Fontaine est contre ça, le fait qu'on donne les services publics à visage découvert? Monsieur le leader de l'opposition officielle. Monsieur le Président, j'ai laissé le leader et le ministre répondre la première fois. Je lui en donnais l'occasion pour le début de sa deuxième réponse. Vous connaissez le règlement. La question, elle est très claire. C'est adressé à une collègue. C'est une question d'ordre juridique, pas le blabla du ministre. Faites attention aux propos blessants de un. Monsieur le ministre. Monsieur le ministre. Bien, sur la question de règlement, Monsieur le Président, écoutez, je sais que le leader de l'opposition officielle est un gentilhomme. Et comme vous le dites, c'est blessant d'utiliser des propos comme blabla. Alors j'aimerais qu'il retire ces propos blessants tels que vous les avez qualifiés. Je vous demande de faire attention, évidemment, aux propos que vous utilisez. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre. Monsieur le Président, le projet de loi, ce qu'il fait, c'est qu'il s'assure de mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité et que pour certaines fonctions bien particulières dans le cadre de l'État, en raison de leur pouvoir particulier, on interdit le port de signes religieux. Il me semble que c'est pas compliqué à comprendre. Monsieur le Président, il est temps que le Parti libéral appuie ce projet de loi-là. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de La Fontaine. Monsieur le Président, une conception dépassée de l'égalité, c'est dire on a la même norme pour tout le monde. Ça, c'est discriminer. Ça, ce qu'il vient d'affirmer, c'est de la discrimination, Monsieur le Président. Quand on a une même règle pour tout le monde... Question de règlement. Monsieur le leader du gouvernement. Oui, on est en train de prêter des intentions aux propos que je tiens en cette Chambre. On qualifie une situation qui n'a pas lieu d'être. Honnêtement, je crois que le député de La Fontaine devrait être très prudent dans ses propos lorsqu'on tente de me prêter des intentions qui ne sont aucunement le cas. Et à la lecture du projet de loi, Monsieur le Président, le député de La Fontaine pourrait constater, c'est sur la question du président. Vous aurez compris, je m'excuse, là, il y a des... S'il vous plaît. Il y a des opinions qui peuvent être exprimées dans une question. Je viens de vous entendre comme leader du gouvernement. Je vous entends les leaders de l'opposition officielle pour ensuite poursuivre la discussion. Oui, Monsieur le Président, deux choses. La première, c'est que le leader réponde à une question de règlement, c'est une chose. Qu'il réponde à la question, c'en est une autre. Deuxièmement, la décence dans ce dossier-là, Monsieur le Président, implique que ça devrait être le leader adjoint. Il est directement interpellé comme ministre et il se fait lui-même... il rend lui-même sa propre décision parce qu'il s'est en touché. Monsieur le Président, soyons très clairs. La question du collègue est une question juridique. Il exprime ce qu'a dit le ministre dans sa réponse. Alors maintenant, laissez-le terminer sa question parce que c'est du temps pour l'opposition qui est amputée en ce moment. Je vous demande votre collaboration. On poursuit sur le fond de la question. Monsieur le ministre, poursuivez la réponse. Monsieur le député. Monsieur le député, non, s'il vous plaît. Non. Monsieur le député, poursuivez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je suis sur l'aspect juridique et je suis sur l'aspect où on aimerait tous entendre la voix de la ministre. En vertu de la loi dont je vous parle, Monsieur le Président, l'article 34, c'est qui la ministre responsable? C'est la ministre de la Justice. Est-ce qu'on peut l'entendre enfin pour nous assurer? Est-ce qu'elle peut assumer ses fonctions, Monsieur le Président? C'est ce qu'on demande. Madame la ministre de la Justice, s'il vous plaît. Vous souhaitez entendre une réponse? On écoute la ministre de la Justice. Attention, ça va être bon. Ça va être bon. Est-ce qu'on est prêt à m'écouter, Monsieur le Président? Alors, merci, surtout qu'on a passé l'avant-midi ensemble dans une autre commission parlementaire. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Alors, je rassure tout le monde, mes parents, mes proches, mes amis, je ne suis pas disparue. Alors, tout va bien. Mon collègue, toutefois, porte-parole en justice, membre du barreau et avocat, c'est pertinemment que sur les concepts juridiques, je ne peux intervenir ici en Chambre et je ne peux vous faire valoir mon opinion. Par contre, je rassure tout le monde. Mon opinion, je pense qu'on l'a entendu, on l'a vu, en fin de semaine, je la fais valoir. On travaille en équipe, autant avec mon collègue, le ministre de l'Immigration et tous mes autres collègues. Je suis là pour les aider à faire en sorte que les projets de loi soient les mieux possibles, mais dans l'intérêt des Québécois. Question principale. La parole appartient maintenant au député de Pontiac. Monsieur le Président, amende, judiciarisation. Le projet de loi cannabis va avoir un impact majeur pour bien des citoyens. Pourtant, des fois, on a l'impression que la première vraie réflexion, elle se fait en commission parlementaire. Première version qu'on a entendue, Monsieur le Président. La loi proposée indiquait qu'un adulte de 19 ans en possession de cannabis aurait une amende de 100 $. Deuxième version, la semaine dernière, le ministre nous disait que c'était le policier sur place qui jugeait si le jeune avait les moyens ou non de payer l'amende. Troisième version, cette semaine, le ministre avoue que c'est le jeune qui décidera lui-même s'il paye ou s'il suit une formation.
Ou, s'il n'a pas les moyens de la payer, qu'il fasse du bénévolat. Et la fameuse formation, M. le Président, n'est pas prête. Quand est-ce qu'elle va être prête? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle va inclure? Le ministre ne le sait pas. Ça, M. le Président, du ministre qui voulait que son projet de loi soit adopté en mars. Enfin, M. le Président, le ministre refuse d'inclure sa fameuse formation dans sa loi. Elle va parler d'amende, point. Pourquoi on adopterait une loi quand le ministre lui-même avoue qu'il va faire le contraire de ce qu'il dit? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, comme je m'efforce d'expliquer aux députés de Pontiac en commission parlementaire, notre but, c'est vraiment de ne pas judiciariser les jeunes. Ce n'est pas de les pénaliser financièrement, mais c'est vraiment d'aller avec des processus d'éducation. Maintenant, le projet de loi antérieur a été approuvé, devait permettre de faire de l'éducation, de la prévention, mais rien n'est actuellement en place dans le projet de loi. Je m'efforce jour et nuit de travailler pour améliorer les conditions, pour permettre aux jeunes, tant les mineurs que les jeunes adultes, d'avoir accès au plus possible à une réduction des méfaits quant au milieu du cannabis. Maintenant, encore une fois, le projet de loi 2, c'est un projet de prévention de la santé mentale de nos adolescents. Vous irez voir aujourd'hui, depuis qu'on est ici, on a eu des articles sur l'augmentation du risque de psychose, de l'augmentation du risque de dépression, l'augmentation du risque de syndrome amotivationnel. Et aujourd'hui, on lit qu'une seule dose de cannabis peut affecter les fonctions cognitives de nos jeunes. Maintenant, est-ce qu'on peut aller de l'avant et aller avec la Commission et permettre d'adopter ce projet de loi 2, qu'on puisse protéger la santé mentale de nos enfants? Merci, M. le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci.